En 1781, Francis Ignace de Wendel implante au Creusot une fonderie, bientôt la plus importante d'Europe. Elle fonctionne avec le charbon extrait sur place depuis le XVIe siècle. En 1836, l'établissement en faillite est racheté par Adolphe et Eugène Schneider. Les deux frères l'orientent vers les productions les plus modernes, aciers spéciaux, canons, rails, locomotives. Ville-usine, le Creusot passe de 2700 habitants en 1836 à 30 000 en 1900. Par une habile stratégie matrimoniale, les Schneider donnent naissance à une des plus puissantes dynasties patronales françaises. Patrons paternalistes, ils entendent assumer l'autorité et les devoirs d'un père envers ses enfants salariés, en contrepartie de leur obéissance. Mais, comme le dit un certain Gabin dans le journal Le Temps au nom des ouvriers, nous en avons assez de la philanthropie de M. Schneider. Il n'est pas notre tuteur, encore moins notre père. Nous désirons être des hommes libres, qu'il augmente les salaires et nous dispense de sa charité. La vérité est que l'ensemble de ses œuvres sert à perpétuer le règne d'esclavage que nous subissons. Le Creusot connaît des grèves importantes en 1848, 1850 et 1870. 6 morts. Et une tentative de commune sur le modèle de celle de Paris en 1871. En 1899, les usines Schneider emploient 9000 ouvriers. À leur tête, Eugène II, petit-fils d'Eugène Ier, un des fondateurs, maire du Creusot, conseiller général et député de Saône-et-Loire. En raison d'un déficit de main-d'œuvre, les cadences augmentent de 25% sans compensation. La tension monte. En 6 mois, le Creusot va connaître 4 grèves générales. Acte 1, 16-17 mai 1899. Une première grève pour obtenir une augmentation se solde par un échec. Acte 2, 29 mai, 2 juin. Le 29 mai, 4000 ouvriers se mettent à nouveau en grève. Le 31 mai, un syndicat des ouvriers métallurgistes est créé. Le soir même, il compte 6000 adhérents. Le 2 juin, première victoire des ouvriers qui obtiennent une augmentation avec effet rétroactif. Acte 3, 20 septembre, 10 octobre 1899. Le 20 septembre, troisième grève générale. Après la mise à pied de 2 ouvriers, les grévistes demandent la reconnaissance du syndicat, la liberté de conscience et la suppression de la police occulte. Porteur d'enjeux politiques et sociaux exemplaires, le mouvement est suivi par toute la France. Des leaders socialistes comme René Viviani, Maxence Rold ou Aristide Briand viennent encourager les grévistes en prononçant des discours depuis un kiosque à musique. Le 27 septembre, manifestation réunissant 7000 personnes. Le 28 septembre, échec des négociations. Le 29 septembre, le journaliste socialiste Maxence Rold lance le projet d'une marche des ouvriers sur Paris. Le mouvement reçoit de nombreux soutiens, notamment de Dreyfusard. Le 4 octobre, les grévistes demandent l'arbitrage du gouvernement Waldeck-Rousseau qui compte pour la première fois un socialiste, Alexandre Millerand au ministère de l'Industrie. Le 7 octobre, la sentence arbitrale du gouvernement institue des délégués ouvriers. Elle est considérée comme une victoire par les grévistes. Le 9 octobre, manifestation de joie peinte par Jules Adler. Venu au Creusot, Adler assiste au défilé. Il prend des notes et réalise des croquis pour sa future toile. Rentré à Paris, il compose son tableau à partir de ses notes, faisant poser des modèles rencontrés dans les rues de Paris. Le cortège défile sur un boulevard longeant les usines. On reconnaît au fond la silhouette des puits jumeaux Saint-Pierre et Saint-Paul, dont l'artiste avait réalisé un dessin. Mais Adler a ajouté des cheminées à gauche pour rendre les usines plus présentes. Le peintre représente une foule très dense, se déplaçant de la gauche vers la droite.
La scène est placée en légère contre-plongée pour accentuer l'effet de profondeur. Le décor industriel aux teintes assourdies n'occupant que le tiers supérieur du tableau. Alors que la masse compacte des manifestants disposés en frise se concentre dans la partie médiane, un groupe de personnages à l'avant du cortège s'avance vers le spectateur depuis un point de fuite situé à la même hauteur que la foule, mais à l'extérieur du cadre, accentuant ainsi la dynamique du mouvement. Ils viennent presque tous les bras ballants, très sobres de gestes, l'air très convaincu. Le cadrage est serré. En haut, on ne distingue qu'une fine bande de ciel couchant, ne laissant aucune échappée au regard. En coupant les pieds et la moitié du drapeau de la femme conduisant les grévistes, Adler la fait jaillir du tableau, ce qui lui confère une force exceptionnelle. L'artiste joue aussi sur les couleurs, animant de touches plus claires la masse sombre et peu distincte de la foule, visage, mains, mais aussi vêtements. La masse noirâtre tachée des robes rouges des femmes, des blouses bleu foncé, des femmes portant des enfants clairs sur noir. Des taches claires dans la foule viennent des robes des femmes. Dans cette foule, de nombreuses femmes de tous âges, très impliquées dans le mouvement. Le 24 septembre, elles ont défilé en chantant la carmagnole aux grandes dames de la presse qui les a décrites comme des harpies. Des jeunes filles dansent, des femmes s'embrassant. Les femmes sont toutes en cheveux. Des femmes vieilles tiennent des drapeaux. Les yeux des femmes. La présence d'enfants souligne le caractère pacifique de la manifestation. L'enfant au tambour évoque en même temps la participation des fanfares à tous les cortèges. Tous, hommes, femmes et enfants, chantent. Ce jour-là, au Creusot, on entend la carmagnole. Dansons la carmagnole, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Le chant des prolétaires, le drapeau rouge. L'international. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Et une version recomposée de la Marseillaise. Aux urnes, citoyens, de triompher certains, votons, 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 en vrais républicains. Parmi la foule anonyme se détache un personnage avec une barbe et un chapeau ressemblant beaucoup au peintre. Mais il s'agit plus probablement d'un portrait du leader socialiste Maxence Rold, dont Adler fit la connaissance au Creusot. Les mains. Adler insiste beaucoup sur les mains des ouvriers. Certaines sont dressées en signe de victoire ou de joie. Des hommes lancent leurs chapeaux. D'autres, au premier plan, symbolisent plutôt la fraternité des ouvriers défilant main dans la main. Deux se tenant bras dessus, bras dessous, et les mains sur les épaules. Le peintre expliquera plus tard avoir exagéré leurs proportions, soulignant ainsi leur valeur symbolique. Adler prend note de détails, rendant hommage aux victimes de la tuerie de Fourmies le 1er mai 1891. Des églantines rouges à la boutonnière, que l'on ne voit pas distinctement, rappel du sang versé. Des femmes tiennent des rameaux verts, souvenir de la jeune femme tuée en même temps que son fiancé, qui fit la une des journaux de l'époque. Les drapeaux très hauts. Ces grands drapeaux sont très présents sur les photographies de l'événement. Bien que partiellement coupés, il s'agit de drapeaux tricolores, prouvant la confiance des ouvriers dans la République, par opposition aux drapeaux noirs de l'anarchie
ou rouge de la Révolution. Pourtant, selon la police, certains auraient été enroulés pour ne laisser voir que cette couleur. Homme tenant un drapeau, la tête à moitié cachée par le bras droit. Femme en noir, bande rouge, drapée dans le drapeau. Tout le rouge venant couvrir la moitié de la figure et la faire se détacher sur l'étoffe du drapeau. Par son élan, cette femme en tête du cortège rappelle la figure allégorique de la liberté guidant le peuple de Delacroix en 1830. Mais le temps des révolutions est fini. La République, bien installée. Et l'enfant au tambour, nouveau Gavroche, a délaissé son fusil. En réalité, l'arbitrage du gouvernement renvoie dos à dos le syndicat des ouvriers métallurgistes et les Schneider, n'obligeant pas ces derniers à reconnaître la représentativité du syndicat. Le 10 octobre, les ouvriers reprennent le travail. Le 29 octobre, les Schneider créent un contre-syndicat, dit jaune. Le 20 décembre, l'élection des délégués ouvriers est organisée. 6 mois plus tard, le 20 juin, un nouveau règlement intérieur stipule que les ouvriers pourront être renvoyés sans motif. Acte 4, 13-25 juillet. Quatrième grève générale. 800 grévistes tentent d'envahir l'usine. La troupe procède à de nombreuses arrestations. Les ouvriers syndiqués sont renvoyés ou partent d'eux-mêmes. Au total, ils sont 1200 à quitter les établissements Schneider. Les autres sont contraints de reprendre le travail sans aucune avancée. En 1901, Eugène de Schneider construit un nouvel hôtel de ville à l'emplacement du kiosque utilisé par les grévistes afin d'effacer la mémoire même des lieux. Cet échec va entraver la vie syndicale locale pendant plus de 40 ans. Il n'y aura pas de grève au Creusot en 1936.